Bonjour, je suis Aurélie Collin. Alors moi, je suis sage-femme, j'ai travaillé 20 ans en institution. Consultation, salle de naissance, grossesse pathologique, suite de couches. Mais j'ai eu à cœur d'apprendre énormément de choses sur les perturbateurs endocriniens à la Haute École en santé publique, sur comment informer les gens et les patientes notamment sur les perturbateurs endocriniens. On vit dans un monde pollué, c'est une certitude. Il y a cette idée de comment être le moins pollué possible. Et puis quel est l'impact des perturbateurs endocriniens sur notre corps. Et quelles sont les périodes à risque. Et la grossesse est vraiment la période la plus à risque. D'où l'importance d'informer, de faire de la littératie en santé et de pouvoir permettre que les futurs parents, et notamment, bon, c'est évidemment la femme enceinte, puissent avoir des bons conseils et soient au courant de ce qu'elle doit faire attention. Donc les perturbateurs endocriniens, on en a partout dans notre environnement, on en a dans les plastifiants, on en a dans les meubles qui ne sont pas en bois, enfin voilà, on a absolument partout, dans les produits préemballés, plastique, il y en a partout. Donc le contact, forcément, ne peut pas être enlevé de façon radicale, mais on peut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire attention? Ça, c'est important. Quelles sont les conséquences des perturbateurs endocriniens sur notre corps? Donc on a une certitude, notamment, moi je vous parle là des enfants, il y a une réelle augmentation des malformations de l'arbre urinaire, de l'appareil urinaire chez les enfants, de l'ordre de 30%. Des petits garçons qui vont naître avec des micro-pénis, des petits garçons qui vont avoir ce qu'on appelle des hypospadias. Donc l'hypospadias, c'est l'urètre pour uriner qui, au lieu d'être au milieu de la verge, est en bas, ils font pipi sur les chaussures et positionné en bas. C'est en réelle augmentation. Moi, j'ai vu quand même ces dernières années des augmentations de ce qu'on appelle les reins polykystiques, des kystes dans les reins. Du coup, les reins fonctionnent complètement moins bien. On va avoir une augmentation des maladies métaboliques, du diabète, avec les perturbateurs endocriniens. On se pose sérieusement la question de l'infertilité liée aux perturbateurs endocriniens. Puberté précoce, il y a des petites filles de 4 ans qui ont des pubertés précoces, de 6 ans qui ont des pubertés précoces. Donc là, c'est à prendre en charge absolument. Donc on entend, si vous voulez, dans les époques antérieures, au Moyen-Âge, la puberté, les filles étaient pubères à 15-16 ans. Bon, plus maintenant. Évidemment, notre espérance de vie a changé, l'hygiène de vie a changé. Donc la puberté arrivait plutôt à l'entrée en 6e, donc ça va être 11-12 ans. Et c'était comme ça dans les années 80. Et là, on voit maintenant, à notre époque, des petites filles qui vont avoir des symptômes de pré-puberté. Donc ça commence par les glandes mammaires. Et elles ont 8 ans, 6 ans. Donc des petites filles qui ont leurs règles. Donc généralement, c'est la glande mammaire qui pousse et les règles arrivent 2 années plus tard. Donc des petites filles qui ont les règles dans l'école primaire, c'est de plus en plus fréquent, de plus en plus fréquent. Ça veut dire que si j'ai mes règles tôt, j'ai ma poussée de croissance qui arrive et du coup, je vais très vite m'arrêter de grandir parce que je suis encore petit à l'école primaire. Donc on va être face à des femmes plus tard qui vont être de plus petite taille. Et il va se passer quelque chose qui est sérieusement inquiétant. Donc on travaille énormément sur ces perturbateurs endocriniens. Donc après, il y a encore plein d'autres choses qui ne sont pas avérées, qui sont du doute. Il y a plus de 400 perturbateurs endocriniens qui vont être... C'était le bureau d'études BKO qui avait fait une étude dans les années 2000 en disant, bon, il y en a plus de 400 qui sont vraiment à risque et finalement, on n'en a listé que 164 parce qu'on n'a pas les études, c'est pas fiable. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de freins. Non, celui-là, on n'est pas sûr, celui-là, on ne va pas dire... donc ça veut dire que si vous ne prenez pas en main pour faire attention, ce n'est pas la société qui le fera pour vous. Donc c'est quand même très important de se dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire attention? C'est l'idée des 1000 premiers jours de la vie. Donc c'est-à-dire qu'avant la conception d'un enfant, on se dit, ok, je dois faire attention, qu'est-ce que je fais exactement pour faire attention? Jusqu'à l'accouchement. Après, dans les premières années de vie d'un enfant, jusqu'à 2 ans, on dit de faire attention. Puis de toute façon, quand on gagne des bonnes habitudes de vie, je vous dirais continuez, n'arrêtez pas. L'adolescence, ça va être une période aussi un petit peu critique. Perturbateurs endocriniens aussi ont un rôle sur les cancers, et notamment les cancers des testicules chez les jeunes hommes, cancer des ovaires chez les jeunes femmes, cancer du sein, donc avec déjà un impact in utero. Alors attention. Donc voilà. Et puis évidemment, il y a encore beaucoup d'autres choses.
mais tout n'est pas avéré, hein, c'est toujours la même petite chose. Donc déjà pendant la grossesse, c'est de se dire qu'est-ce que je mets sur ma peau. Évidemment, ce n'est pas le moment d'aller choisir les gels douche de couleur orange avec des plastifiants dedans pour faire du gommage ou je ne sais pas quoi. On n'en a pas besoin. Donc toujours prendre des produits simples, plutôt d'origine biologique, avec le moins de choses possible. Plus la liste d'ingrédients est petite, mieux c'est. C'est une réalité. Souvent les femmes enceintes, qu'est-ce que je mets sur mon ventre pour les vergetures? Vous prenez de l'huile de coco, qui est bio, qui est dans les supermarchés, et c'est une super crème hydratante pour les vergetures, et ça vous coûtera nettement moins cher que toutes les crèmes que vous pourrez trouver. Et vous serez sûr que ça sera bien. Donc, et pareil, on veut vous vendre le shampoing comme ci, l'après-shampoing comme ça, la crème de jour, la crème de nuit. Même pour bébé, il existe des crèmes pour l'hiver, des crèmes pour l'été. Non, on ne met pas autant de choses sur sa peau, surtout sans rincer. Donc c'est vraiment rester simple. Un gel douche ou un shampoing, en fait, ça fait tout le corps. Voilà. Donc limiter ce que je mets sur ma peau, des listes d'ingrédients plutôt courtes. Un petit conseil, c'est que quand vous voyez un C avec plein de chiffres derrière, c'est un ingrédient secret. Donc on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc moi, ça me dérange, par exemple, d'aller mettre une pommade pour les fesses d'un enfant où on vous dit oui, mais il y a de l'avocat, tout est bon, tout ce qui est dedans est bon. Vous regardez, vous dites tiens, il n'y a pas de label bio, ah tiens, il y a un ingrédient secret. Mais je ne vais pas mettre sur un enfant un ingrédient que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Donc ça pose problème. Et des fois, ça peut être dioxyde de titane, hein, des fois, l'ingrédient secret, qui du coup peut être très inquiétant dans ses propriétés cancérogènes. Hein. Donc, ok, mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça que c'est des fabricants qui disent oui, on n'a pas le label bio, mais ce qu'on fait, c'est bio. Bah oui, mais quand il y a un ingrédient secret, vous pensez bien qu'on ne donne pas de label bio. Voilà. Donc toujours faire attention à la liste. Alors il y a des applications évidemment qui aident à scanner, mais il y a toujours ce doute. En tout cas, moi, on m'a appris. Et si un jour l'application est prise par un lobby et que le lobby décide de dire non mais là on met vert alors que c'est pas tout à fait vert, bon, c'est toujours intéressant d'aller lire la liste des ingrédients. Tout ce que vous voyez en phénoxyéthanol, c'est exit. Quand on voit PEG, c'est les PEG, il n'en faut pas. Quand on voit CI avec des chiffres, là c'est les colorants, donc on enlève les colorants. Le C avec plein de chiffres, on se dit c'est pas bon. Dioxyde de titane, mon Dieu, c'est pas bon. Quand on a alors souvent les femmes enceintes ont la peau assez sèche, elles achètent des produits bio et elles me disent oh mais ma peau est encore plus sèche. Alors c'est que quelquefois dans les produits bio il y a du laureth sulfate et le laureth sulfate ça assèche encore plus la peau. C'est pas dangereux mais ça assèche. Donc quand on a une peau très sèche, on se dit ok ça c'est bio, bon ça a l'air bien. Ah il y a du laureth sulfate, ok ça va être pire. Donc on prend autre chose. Voilà pour la peau en tout cas. Et la meilleure des crèmes hydratantes sera l'huile de coco. Hein, ne vous embêtez pas en toute sincérité. Pour le corps, le dentifrice, plutôt prendre des dentifrices bio, éviter des dentifrices, je trouve qu'il y en a quand même de plus en plus où les polluants ont été enlevés. Alors chez la femme enceinte, on va prendre un dentifrice plutôt bio et simple, et puis alors la question du fluor, on en a donné pendant des époques largue à manu sur les enfants, et c'était quand même pas la meilleure des choses à faire. Et alors moi, les gens qui sont un peu, on le voit, des fois, les dentistes ils disent ah, on voit qu'il y a des taches sur les dents par manque de fluor. Et c'est souvent des enfants qui sont en train de grandir, qui sont en pleine croissance. Et on peut donner en homéopathie calcarea fluorica en fait. Hein. Généralement, ça se passe très bien. Ou utiliser des dentifrices au fluor sur un temps donné et pas longtemps. Ponctuellement, certains dentistes font ça. Moi, je vais plutôt aller sur l'homéopathie et puis pouvoir trouver. Il y a aussi fluoricum acidum hein, qui est intéressant. Du fluor, en fait, pour que le corps l'absorbe mieux. Hein, ça va être ça l'idée. Mais une femme enceinte, le dentifrice le plus simple, le plus basique, pas de fluor. Surtout pas. Et puis, surtout, il ne faut pas qu'il y ait de triclosan dans les dentifrices. Mais je regarde beaucoup, moi, dans les commerces, et je trouve qu'il y en a de moins en moins, même dans les choses qui ne sont pas étiquetées bio. Je trouve que le triclosan a été quand même beaucoup enlevé. C'est un grand pollueur environnemental. Il y a des efforts, comme souvent dans les produits cosmétiques, vous dites ah ben c'est bien, il n'y a plus de parabènes. Ça, on voit que c'est rentré. Hein. Le conservateur, ok, c'est un polluant. Mais bon, si on peut éviter, c'est mieux. J'arrive la peau, les cheveux, enceinte, pas de coloration, surtout pas de coloration de cheveux ou des colorations naturelles pour le henné. Et la résorcine, qui est un fixateur
de la couleur est un perturbateur endocrinien assez sévère. Donc surtout pas de... Alors on a envie d'être belle et tout, bon ok. Bon, je trouve que les coiffeurs font des efforts et ils vont avoir des couleurs assez intéressantes, mais ils vont vous dire ça tient pas longtemps. C'est pas grave. C'est pas grave. Au moins, c'est pas dangereux, quoi. Donc, il y a toute cette idée-là. Évidemment, quand bébé va arriver, on prépare la chambre de bébé. Donc il faut que la chambre soit prête 3 mois avant, les peintures, il faut aérer, il ne faut pas qu'un enfant dorme dans une chambre qui vient d'être faite. Faire attention au sol en plastique, parce que c'est plein de plastifiants, les linos, les choses comme ça. Il vaut mieux revenir au bon vieux parquet ou au carrelage tout simple. Et vraiment, la vie de parent, c'est difficile, il y a plein de choses à faire et à mettre en place, mais qu'une chambre soit prête 3 mois avant, c'est quand même nettement mieux, quoi. Avec pas trop de choses à respirer, avec si possible un lit en bois brut et pas se retrouver avec... vous savez, il y a des berceaux avec le tour de lit et du plexiglas en fait. C'est embêtant, le plexiglas. Et puis après, donc pour l'enfant c'est pareil, hein, le moins de produits sur sa peau, le moins de choses sur sa peau possible. On peut passer aux couches lavables, hein. Les couches lavables c'est très bien, on s'en sort très bien. Moi mes 2 enfants qui sont grands maintenant ont eu des couches lavables et il y a une nette amélioration des couches lavables maintenant. Avec 20 couches on tombe très bien et tout va très bien. Il y a aussi l'idée des ondes, parce que les ondes vont potentialiser les perturbateurs endocriniens. Donc faire attention aux ondes et notamment aux ondes pulsées. Donc souvent on a envie d'acheter un babyphone. Le babyphone il doit être à 1,50 m de la tête de l'enfant. Et moi, je vois dans les services de pédiatrie le babyphone au-dessus de l'enfant, en ondes pulsées. Hein. Donc l'enfant vient pour être soigné, des fois pour des cancers, hein, pour des choses graves, et on l'aggrave avec le babyphone à ondes pulsées parce qu'on n'est pas capable d'avoir assez de personnel pour aller surveiller l'enfant. Ahurissant. Donc plutôt le babyphone tout simple, celui qui se déclenche à la voix. Je pense qu'il faut revenir sur la simplicité. Déjà, est-ce que j'ai vraiment besoin de cette chose ? Si j'en ai besoin, eh ben, qui se déclenche à la voix, il est à 1,50 m, mon enfant pleure, je me lève et je vais m'en occuper. Ceux qui sont en ondes pulsées, c'est parce qu'on dit oui, mais il y a une caméra et je le vois. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin d'une caméra ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de... Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Voilà, un enfant qui pleure, on ne laisse pas pleurer de plus de 15 minutes, on va s'en occuper. Ça, c'est quelque chose d'important. Avec ces ondes aussi, une femme enceinte, pas d'ordinateur sur le ventre. C'est pas bon. Attention au téléphone portable sur le ventre. Attention aux applications de téléphone portable qui vous disent « vous pouvez écouter le cœur de votre enfant ». Donc il y a une application et puis on le met sur le ventre et on peut écouter le cœur de son enfant. Donc ça, c'est des ondes pulsées. Hein. Ça, non, surtout pas. Surtout pas. Donc laissez la personne qui suit la grossesse écouter le cœur du bébé avec son petit appareil, c'est nettement mieux que ce que l'on va trouver. Donc faire attention aux ondes. Alors il existe des bandeaux pour femmes enceintes, c'est des bandeaux anti-ondes, hein. C'est comme un bandeau de grossesse, ça maintient le ventre aussi, ça peut être sympa. Et c'est des bandeaux anti-ondes. Voilà, moi j'ai vu certaines femmes en porter. Les échographies de la grossesse, donc en France c'est recommandé 3 échographies pendant la grossesse, pas plus. Et d'ailleurs maintenant on fait signer aux femmes enceintes en début de suivi de grossesse qu'à l'heure actuelle, en l'état actuel des connaissances, les risques sont faibles. En l'état actuel des connaissances. Donc moi, j'ai rencontré des patientes qui me disaient « je veux le moins d'échographie possible ». Et c'est sain de dire ça. Quand on a une sonde d'échographie dans les mains et qu'elle passe en écho 3D, on sent le bombardement. Quand on fait de la 3D, on sent que le bombardement n'est pas le même. On se dit « ouf, il y a quand même un enfant en dessous ». Donc l'écho 3D, elle sert si on n'a pas bien vu la bouche, pour voir le cœur en 3D. C'est pas pour faire un film de famille et pour avoir un souvenir de l'enfant. Je sais que c'est terrible de dire ça, mais ce n'est pas du cinéma. C'est des ondes et c'est dangereux. Il y a eu une époque, une mode des centres d'échographie plaisir, sauf que ce n'étaient pas des échographistes qui faisaient ces échographies. Ils filmaient souvent des malformations graves, pas toujours vues à l'échographie fétale. L'échographie fétale, on ne voit que 60% des malformations cardiaques, donc on loupe des trucs qui en fait sont sur la vidéo de l'échographie plaisir et ça posait problème. Donc ces centres ont fermé. Et de toute façon, votre enfant, il faut que vous le rêviez. Il faut avoir de l'imaginaire et dans l'accueil de l'enfant, il faut avoir cet enfant imaginaire, voilà, pour pouvoir accueillir l'enfant réel. Donc il faut qu'il y ait du mystère. Un peu de mystère, c'est pas plus mal, donc il ne faut pas s'acharner sur les échographies. Évidemment, les aliments. Ça, c'est l'alimentation bio, frais, de saison. Je ne vais pas aller manger des fraises au mois de février, en France.
Donc, il y a des très bons compléments alimentaires. Alors, les compléments alimentaires, moi je me dis qu'il faut une alimentation équilibrée. Mais quand même, chez la femme enceinte, je pense que là, il y a un réel intérêt à se supplémenter avec des bons produits. Il y a plein de laboratoires connus qui font des très bonnes choses. Une supplémentation générale, faire très attention à sa glande thyroïde. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'avoir de l'iode. Si on vous diagnostique très vite hypothyroïdienne, que ça va très vite, oui, paf, paf, on peut se dire, OK. Avant d'aller prendre du lévothyrox, avant d'aller prendre voilà, on peut se dire faire une iodurie tout simplement pour voir l'état. Et rien qu'une supplémentation en iode, d'avoir accès au sélénium. Donc le sélénium, on en trouve dans les noix du Brésil. Vous mangez 2 à 4 noix du Brésil par jour, c'est bon, hein, on a le sélénium. Mais alors 2 à 4, pas plus. C'est très gras, hein, les noix du Brésil, donc c'est pas non plus la peine de manger le bocal. Sinon, ça va se sentir sur la balance. Mais en tout cas, le sélénium, l'iode. Donc l'iode, soit on est en supplémentation, soit on l'a dans les algues, hein, les tartares d'algues. Et puis c'est toujours intéressant de plutôt consommer du sel marin, puisqu'il va être iodé. Voilà. Et une alimentation vraiment. Et c'est important de manger tout, puisque ce que la maman va manger, le bébé va avoir la notion du goût. Donc vers le 3e mois de la grossesse, hein, déjà ça commence à être possible, la notion du goût. Donc évidemment, si je vais manger chez McDo tous les jours, vous imaginez que mon enfant n'aura envie que de ça. Bon, il y a mieux quand même, il y a 1000 fois mieux. Et puis si jamais, moi je vois des femmes qui sont en France mais qui viennent d'autres pays, bah, c'est aussi important de manger les plats de son pays d'origine et d'habituer son enfant à sa tradition culinaire aussi. Donc c'est très intéressant. Cuisiner, manger bien, des bonnes et des belles choses, et c'est se faire plaisir, parce qu'après il faudra cuisiner pour l'enfant. Donc apprendre à cuisiner pour l'enfant, ça sera aussi très très important. Donc les perturbateurs endocriniens, avoir conscience qu'ils sont là. On va se dire comment je fais pour être le moins pollué possible. La grossesse, c'est un moment charnière où il faut vraiment faire très très attention, mais du coup, ça va donner une éducation pour plus tard. Et puis pour mon enfant, pour qu'il soit en bonne santé, moi, j'ai pas envie que l'enfant que je porte maintenant soit stérile, parce que j'ai pas fait attention pendant ma grossesse, quoi. Donc c'est vraiment ce moment-là, les 1000 premiers jours de la vie, qui sont très 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 importants. Donc le prendre en compte, faire très attention et faire des efforts, mais votre enfant vous remerciera au centuple pour tous les efforts faits.